premièrement, on va avoir la diffusion d'un TEDx de Jean-Marc Jancovici. Puis on poursuivra immédiatement avec une conférence de Pierre Kolb. Alors Pierre Kolb, chef d'entreprise néo-calédonien, qui a travaillé dans différents groupes industriels et président de l'association des jeunes talents calédoniens. Alors le titre de la conférence, ça sera la transition énergétique des métallurgistes en Nouvelle-Calédonie. Suite à quoi, il y aura une première session de débat et on poursuivra ensuite avec une deuxième conférence de Hubert Géraud. Hubert Géraud sur les perspectives économiques pour la décarbonation de l'économie de Nouvelle-Calédonie et qui est expert en conservation et plaidoyer pour WWF en Nouvelle-Calédonie. S'en suivra un nouveau débat et on clôturera avec Joël Casarero. Voilà. Durant cette soirée, les modérateurs seront Bertrand Lacroix et moi-même, Lofica Lecrin. Et là, je vais passer le micro à Christian Collot du collectif MIA. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence débat. Alors, permettez-moi de me présenter, Christian Collot, donc du collectif MIA, Mobilisation intergénérationnelle pour l'avenir. Je tiens tout d'abord à vous informer que MIA s'est évertué à inviter toutes les composantes de la société calédonienne ce soir. Ça va du haut-commissaire jusqu'au tout le gouvernement calédonien, le Congrès, le Sénat coutumier, le CESE, tous les partis politiques sans exception, toutes les collectivités, province nord, province sud, province les municipalités, les syndicats des salariés, du patronat, les 3 chambres consulaires, et enfin tous les acteurs économiques, notamment du monde d'après, le NCECO. Merci d'être présent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pour comme un petit bonheur jubilatoire de retourner à la fac, de retrouver des bancs et d'acquérir des connaissances nouvelles. Et vous avez sans doute entendu parler d'un concept en développement personnel, c'est le concept de la zone de confort. Cette zone de confort où on connaît, où on maîtrise, on se sent bien confortable, on maîtrise tout à l'intérieur. Dans le monde de l'énergie, il me semblerait que la production d'électricité à partir des énergies fossiles répond particulièrement à cette zone de confort. On connaît, on sait faire, et on s'ouvre peut-être pas suffisamment à d'autres horizons. Pourtant, la présidente de la province sud l'a dit, donc favoriser des énergies renouvelables avec stockage et faire preuve d'innovation, être proactif. Alors, s'il est plus ou moins admis que les énergies fossiles appartiennent de plus en plus à l'ancien monde, il est convenu de dire que les énergies renouvelables appartiennent au monde de demain. Mais peut-être devons-nous nous poser la question tous ensemble, est-ce qu'elle n'appartient pas déjà au monde d'aujourd'hui? Tout l'objet de cette conférence et de ce débat. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, en fait, on se focalise sur notre avenir institutionnel, à Paris notamment. Et la question, c'est de savoir si, en fait, même on a un avenir. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va être indépendant ou pas, c'est de savoir si on a un avenir. En ce sens que l'avenir sur cette Terre, avec le réchauffement climatique qui se profile,
sera de moins en moins supportable. Hein. On sait qu'il va y avoir la montée des eaux, la montée du biseau salé, la rareté des terres cultivables, des exilés climatiques, donc des tensions sociales, avec l'artificialisation, avec l'acidification des océans. Aussi, on a une réduction des ressources halieutiques, une extinction des espèces, une diminution de la biodiversité, etc. etc. Donc c'est un portrait qui est quand même assez dépressif, mais et malheureusement, heureusement pour nous, ce sera peut-être pas, on le verra peut-être pas, ce sera celui de nos enfants. Et donc on porte une responsabilité assez forte à ce titre. On ne peut pas aujourd'hui continuer à ignorer la relation entre la production de gaz à effet de serre et nos activités. Donc on est aujourd'hui en Calédonie dans le top 10 des producteurs de CO2 par habitant. Pierre va en parler, je crois qu'on est autour de 20 tonnes. Et bon, bien sûr, c'est lié aux activités et minières et métallurgiques. Et la relation de causalité entre avoir une croissance, donc un niveau de vie, et la consommation de l'énergie, elle est assez évidente. Et on va le voir avec Jean-Marc Jancovici, qui ne peut pas être là ce soir, et on va le suivre son TEDx. Par contre, il préconise, lui, aujourd'hui, d'utiliser, on lui a envoyé un petit mail. Frédéric, est-ce qu'il est là? Je ne vois pas Fred. Non, un autre. Il nous a envoyé un petit message pour dire en fait que lui préconisait l'énergie nucléaire. Et que je pense que là, peut-être il n'a pas encore pris conscience, il a une vision géocentrique de la position de son problème, et il n'a pas pris conscience en fait ni de l'évolution technologique qu'il y a aujourd'hui ici, ni aussi des usages et de l'acceptabilité en fait des risques par les populations. Alors Pierre Kolb va nous parler en fait du projet de la centrale, puisqu'il existe quand même des solutions, avec le problème du stockage, pour essayer de voir comment on peut décarboner cette industrie. Enfin, on aura l'occasion de parcourir aussi avec Hubert Géraud les conséquences, les pistes sur créer en fait une économie autour de cette transition. Et puis on pourra ensemble, bien sûr, réfléchir et débattre. Voilà, justement, Frédéric. je disais la proposition que vous avez fait, Jean-Marc Jancovici, sur la solution à trouver. Donc voilà. Bon, enfin, on va quand même lancer son TEDx. Et il faut tendre l'oreille parce que malheureusement, on a un problème de retour son. Donc je vous demanderai de faire le minimum de bruit. Voilà. Merci. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que malheureusement, on du début, on va pouvoir l'enlever. On a déjà commencé à l'enlever et qu'il va bien falloir faire avec et la race pour partir. Alors, on n'a pas envie, c'est clair. Si vous regardez l'économie, par exemple, qui est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de ce qu'on débat à chaque fois qu'on compte, quand on compte, on peut bien compter des euros, c'est un des trucs qu'on compte. En général, on n'a pas envie de voir des limites. Vous voyez, voilà, des gens qui, par exemple, pensent que la croissance est un truc de long terme. Voilà d'autres qui vous disent que la croissance est un truc de long terme, et puis encore d'autres. En fait, j'ai passé ce matin très exactement 30 secondes sur Internet à trouver tous ces trucs-là. Je pense que si j'avais passé 1 heure, je vous aurais tous saoulé, notamment dans ce qu'on a trouvé, j'en ai 15 transparents. Donc, en fait, les limites, c'est clair qu'on n'aime pas plus ça dans l'économie qu'ailleurs. Et la question, c'est est-ce qu'on a raison de raisonner comme ça ou pas? Alors, il y a un fait dont on s'est rendu compte il y a quelques décennies maintenant, quand on a commencé à s'aventurer hors de la Terre et qu'on a pu la photographier de l'extérieur, on s'est rendu compte que la Terre était finie. Mais cette fois, on s'en rend vraiment compte quand on regarde, c'est cool. Et alors, non seulement on s'en rend compte, mais en fait, on sait qu'il y a 2 siècles, elle faisait cette taille-là, et puis aujourd'hui, elle fait la même taille, et dans 2 siècles, elle fera toujours la même taille. C'est-à-dire que la probabilité qu'on puisse souffler dedans, bouffer comme un ballon et avoir un peu plus d'espace, est malheureusement pas très très élevée. Donc là, on a une limite. La Terre fait 3000 km de diamètre. Vous allez dire, bon, très bien, à quoi ça nous concerne? Ça nous concerne un tout petit peu,
parce que nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir partager cette boîte de pétri un peu particulière qui s'appelle la planète Terre. Vous avez ici l'évolution de la population depuis que notre planète, depuis que notre espèce s'est sédentarisée. Alors pourquoi est-ce qu'on aime bien regarder la population depuis qu'on est sédentaire? Parce que ça a complètement changé la façon dont on vit. Avant, des bandes nomades qui se baladaient un peu à droite et à gauche. Et soit dit en passant, la sédentarisation des hommes correspond au moment où le climat devient stable et se met pendant 10 000 ans à ressembler à ce qu'il était avant qu'on commence à tricoter un peu fort. Donc il y a 10 000 ans, nous sommes quelques millions sur Terre. Au moment du début de la révolution industrielle, on est déjà beaucoup plus nombreux, mais enfin, vous voyez que ça a évolué lentement. Et puis là, en 2 siècles, on est passé à plus de 7 milliards d'individus. Alors quand vous regardez ce genre d'évolution, tous les gens qui font des courbes dans la salle, il y en a peut-être quelques-uns, beaucoup plus qui s'intéressent aux courbes, eh bien, vous vous dites, pas complètement sûr que ce truc-là soit complètement durable, c'est-à-dire qu'on peut se stabiliser sur le niveau haut de la courbe, là, puis on va y rester pendant des milliers d'années. Quelques petits doutes sur le fait que c'est peut-être comme ça que ça va passer. Alors dans le même temps, une des choses que vous savez peut-être, c'est que chacun des pipettes qui peuplent la planète s'est mis à utiliser de plus en plus d'énergie. Alors en fait, utiliser de l'énergie, c'est un terme complètement impropre. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans la salle qui ait vu une pétrole, en fait, je vous déconseille, c'est pas terrible. Et je vous déconseille encore plus de mettre ses doigts dans la prise, ça ne vous fera pas mixer la soupe. Donc, quand on dit qu'on utilise de l'énergie, en fait, c'est très impropre comme expression, ça veut dire qu'on utilise une machine qui elle-même va utiliser de l'énergie. Donc, utiliser de plus en plus d'énergie, ça veut juste dire qu'on se transforme en Superman, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de machines à notre disposition. Ici, vous avez l'énergie qui est utilisée par les hommes. Alors, je ne vais pas vous détailler ça longtemps, je vais juste vous donner un multiple. Quand on regarde la quantité d'énergie commerciale, qui est en fait celle qui sert à générer du mouvement, ou de la force mécanique, donc j'ai enlevé le bois là-dedans, qui sert essentiellement à chauffer, juste l'énergie qui sert à générer de la force mécanique, eh bien cette énergie a été multipliée par plus de 20 par individu en un siècle et demi. Ce qui est une autre façon de dire que le parc de machines par personne, le costume d'Iron Man qu'on s'est tous construit, il a été multiplié par au moins 20. En fait, les machines sont devenues plus efficaces dans le même temps, mais il s'est plutôt multiplié par 200. Dit autrement, le parc de machines qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour transformer tout ce qui nous entoure sur cette planète Terre, c'est comme si nous avions poussé 200 paires de jambes et 200 paires de bras chacun. C'est un peu ça l'idée. On s'est tous transformés en Shiva d'une certaine manière. Et ce qui fait... alors, la particularité de l'énergie, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on achète de l'énergie, c'est ce qui permet de caractériser le changement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc l'énergie, et du reste les physiciens je le répète, pour ceux d'entre vous qui sont passés entre leurs mains, c'est ce qui permet de caractériser la transformation de l'environnement. L'énergie, dès qu'il y a de l'énergie qui entre en jeu, c'est que l'environnement se transforme. Cette énergie, on ne peut, soit dit en passant, qu'utiliser celle qu'on trouve déjà dans la nature, parce qu'il y a une loi très antiquitante qui a été édictée par les physiciens il y a très longtemps, qui s'appelle la loi de conservation. Donc la loi de conservation vous dit en gros un truc très simple, elle dit que vous n'avez pas le droit de créer de l'énergie dans un système clos. C'est très très simple, dans un système clos, vous ne pouvez pas créer d'énergie. Enfin, Harry Potter, il peut, mais vous non. Donc pour utiliser de l'énergie, vous êtes obligé d'aller la chercher dans l'environnement, là où elle existe déjà, et vous allez la mettre dans quelque chose qui sait en faire un service, et ce quelque chose s'appelle un convertisseur. En gros, pour utiliser de l'énergie, il faut qu'elle soit déjà dans l'environnement et la mettre dans un convertisseur. Alors historiquement, on a un convertisseur sous la main, c'est nous. On a une énergie à mettre dedans, c'est la nourriture, et on est capable d'en tirer du travail, un peu, des corps simplement, pardon, et de la chaleur. D'accord ? C'est ça qu'on est capable d'en faire historiquement. Après, on se dit, c'est pas mal ce truc-là, mais c'est quand même encore un peu limité, donc si on pouvait augmenter, ça serait bien. Alors on se dit, on peut utiliser d'autres convertisseurs, qu'on a aussi sous la main, par exemple, pour la domestiquer des animaux. Ça veut dire qu'on s'adjoint déjà des premiers auxiliaires qui vont nous permettre de faire mieux. Et plus généralement, toutes les énergies renouvelables que nous avons réussi à utiliser, la force du vent, la force de l'eau, etc. Tous ces trucs-là ont été utilisés il y a longtemps dans l'Antiquité. Et puis il y a 2 siècles, il y a des ingénieurs géniaux qui trouvent des nouveaux convertisseurs qui s'appellent des machines faites de métal, et à ce moment on va pouvoir leur donner à manger du pétrole, du gaz, du charbon, et tout un tas d'autres trucs. Et on va pouvoir encore démultiplier notre capacité à agir sur l'environnement. Donc là, vous avez très résumé l'histoire de l'énergie et des hommes, donc ça fait, monsieur d'origine n'a rien inventé, ça fait 500 000 ans qu'on est en transition énergétique. À chaque fois, ce qu'on a cherché à faire, c'est à augmenter notre capacité de transformation de l'environnement pour pouvoir faire plus de choses et de machins, parce que nous sommes des mots accumulatifs. Alors une fois que je vous ai dit ça, en gros, la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est donc la quantité de machines qui transforment l'environnement, et donc au premier ordre,
la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est notre facteur de pression sur l'environnement. Au premier rang. Hein, c'est vraiment compter l'énergie que j'utilise, c'est compter la manière, c'est compter la quantité de transformation que j'induis dans l'environnement. Ce qui fait que la pression de l'homme sur son environnement, c'est la population humaine, qui a évolué comme ça, fois l'évolution de la consommation d'énergie. Donc ça ressemble à peu près à ça. Et donc là, on comprend qu'il y a des sujets qui, il y a 2 siècles, n'étaient absolument pas un problème, et aujourd'hui, simplement parce que les ordres de grandeur ont changé, ça devient des problèmes majeurs. Alors un problème majeur, c'est quoi? C'est un truc qui ne va pas durer. C'est essentiellement ça, la définition d'un problème, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas laisser en l'état, c'est-à-dire que ça finit par se résoudre, soit parce que vous en êtes occupé, soit à vos dépens. En général, un problème, c'est ça. Il faut toujours trouver une solution quelque part, elle est plus ou moins maîtrisée, plus ou moins sympathique, plus ou moins agréable. La quantité d'énergie par personne et la population augmentant, la pression globale augmente, et donc une conséquence de cette pression globale augmente, quelle que soit la conséquence que vous regardez au premier rang. Donc il y a plus de CO2 dans l'air, plus d'azote qui se balade partout, plus de mercure ici, plus de plomb là, plus de soufre, plus de ceci, plus de cela. Alors de temps en temps, vous avez des petites corrections qu'on arrive à faire là. D'accord? Donc on arrive à faire un peu moins de soufre dans l'essence, mais au prix de un peu plus d'énergie consommée dans les raffineries, parce qu'il faut désulfurer les carburants. Un peu moins je sais pas quoi, un peu moins de trous dans la couche d'ozone, parce qu'on remplace les CFC par d'autres gaz frigorigènes, mais du coup un peu plus d'énergie pour fabriquer les gaz. Enfin bref, en fait on arbitre les nuisances, c'est-à-dire que supprimer une nuisance, on ne sait jamais faire. Ce qu'on sait faire, c'est arbitrer pour la remplacer par une autre qui nous plaît plus. En général, c'est ça qu'on fait. Alors tout ça, on a réussi à le faire et à considérer que c'était pas très grave, parce qu'il se trouve que dans la convention économique que j'évoquais tout à l'heure, et qui est celle que vous avez le plus l'habitude de manipuler aujourd'hui, ce qu'on fait à l'environnement, ça vaut rien. Ça vaut rien parce que dans l'économie que vous avez apprise à l'école, on vous a expliqué que les ressources naturelles étaient gratuites, c'est un axiome de l'économie classique. Vous savez que dans l'économie classique, les 2 facteurs de production, c'est le capital humain et le travail humain, et le reste, c'est compté comme étant zéro. D'accord? Donc si on a besoin de l'environnement pour faire de la production, bah, c'est parfait, c'est gratuit. Donc le fait d'abîmer, entre guillemets, l'actif de départ qui s'appelle la Terre, et que Mère Nature a fait gratuitement pour nous en 14 milliards d'années depuis le Big Bang, c'est ça qu'il a fallu, Mère Nature ne travaille pas très vite, donc il faut attendre le Big Bang, une suite de protons, une première génération d'étoiles, qui vous fait tous les éléments du tableau de Mendeleïev, puis ça se balade dans l'espace, puis ça fait une deuxième génération d'étoiles, ça se reconcentre, puis il faut un système climatique, etc., des espèces qui apparaissent, tout ça gratuit. Bon, là, on n'a rien fait. Donc on a tous été des corps en chaîne. Non, pas dans le corps, c'est pas le sujet. Donc on attend simplement que ça se passe, que la recette se passe, et puis on arrive, on se sert, on se prend supermarché, absolument génial, c'est gratuit, ça s'appelle la planète Terre. Et donc quand on prend notre supermarché, ça vaut rien. D'accord, au départ, ça vaut rien. Alors on va imaginer si ça valait quelque chose, juste pour que vous ayez. Vous avez peut-être entendu parler, surtout Cosmonaute qui va vous parler, de la Station Spatiale Internationale. Alors la Station Spatiale Internationale a coûté 100 milliards de dollars pour être construite. Alors elle sert essentiellement à M. Pesquet à prendre des photos, accessoirement à d'autres choses, donc elle va 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, et là-dedans vous avez pour 6 personnes, de quoi respirer, de quoi boire, partiellement en recyclant vos propres urines, de quoi appeler Houston pour dire que la Terre c'est trop plus d'en haut, et ça s'arrête là. Et une pression atmosphérique. D'accord? À ce prix-là, vous n'avez même pas de quoi faire pousser une carotte, vous n'avez pas de sol, vous n'avez pas le bruit des vagues, vous n'avez pas les lapins qui se reproduisent, et vous n'avez absolument pas la neige qui tombe l'hiver. Vous avez juste quelques sous-ensembles, tout petits, de ce que Mère Nature, sur Terre, vous offre gratuitement. Et ça vous coûte quand même 15 milliards de dollars par personne, cette histoire. Donc moi je me dis, bon, la planète, ce que la nature nous a donné gratuitement, en fait, si je le comptais, ça vaudrait au moins 15 milliards de dollars par personne, puisque sur Terre, on trouve au moins de quoi respirer, on trouve au moins un cycle de l'eau, et puis en fait, on trouve beaucoup d'autres choses. Donc 15 milliards de dollars par personne. Alors là-dessus, la question c'est quelle fraction de ces 15 milliards de dollars par personne qui est le capital de départ je consomme chaque année avec les activités économiques. Alors, vous voyez par exemple pour les poissons, en un siècle, on a réussi à faire disparaître 90% de la biomasse en Atlantique Nord sur les espèces qui sont commercialement intéressantes, surtout sur les espèces qui sont commerciales. Donc ça vous donne un rythme de disparition qui est de l'ordre du % par an. Après, en ce qui concerne le pétrole, depuis qu'on a commencé à en sortir, on a sorti à peu près la moitié de ce qui était extractible, un peu moins, mais c'est pas grave.
Donc là, vous voyez aussi un rythme d'amortissement du capital qui est de l'ordre du %. Et puis, on a diminué le stock de forêt, on a commencé à diminuer une partie du stock de sol cultivable, une grosse partie heureusement. On a diminué tout ce qu'il y avait dans les mines, parce que dans les mines, ça ne se reconstitue pas. Hein. Quand vous avez une mine de minerai de cuivre, quand vous piochez dedans, c'est pas pour autant que le minerai de cuivre se reconstitue. Et puis, on a pioché également dans le climat, d'une certaine manière, puisqu'on a commencé à déstabiliser un système climatique qui nous allait bien, et pour le remettre en place, il va falloir attendre très longtemps. Donc moi, ce que je dis, c'est admettons que ce capital, on en consomme entre 1% et 1 pour 1000 par an. D'accord ? À ce moment, ça veut dire que vous avez au passif, économiquement, de chaque habitant sur Terre, 15 millions de dollars par an. Vous êtes d'accord avec moi ? 1 pour 1000 de 15 milliards, ça fait 15 millions. À côté de ça, vous avez une production économique qui est comptée de façon classique, qui vaut 15 000 dollars par personne et par an. Donc en fait, on pense que notre activité économique nous enrichit, et moi je vous dis, c'est pas complètement sûr, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on produit 1, on détruit 1000. Dit autrement, si j'avais à reconstituer avec mon travail de l'air respirable, des stocks d'espèces, etc., en fait, je ne pourrais pas y arriver. Quoi. Donc, ce qu'on croit être une bonne affaire avec une croissance économique, en fait, un simple changement de convention nous dit, non, en fait, c'est une décroissance. Voilà, c'était juste un petit... Alors, il y a des gens qui ont regardé ça depuis longtemps. Il y a quelques dizaines d'années, il y a une bande de dynamiciens des systèmes du MIT qui avait commencé à faire un modèle, World Tree, qu'ils ont vulgarisé, popularisé dans un livre qui a un peu défrayé la chronique à l'époque, qui s'appelait Les limites à la croissance, Limits to Growth en anglais, très pas traduit en français, et dans lequel ils avaient fait une scénarisation de ce qui arriverait à une humanité qui cherchait à tout le temps croître sur une planète qui ne voulait pas croître. Alors, nous sommes en 1900, ils font tourner leur modèle, faisant partir de 1900, nous sommes en 1970, et eux ils disent, je vais commencer par faire tourner mon modèle à partir de 1900 et vérifier que le modèle reproduit bien ce qui s'est passé. Donc le modèle vous dit, voilà, jusqu'en 1970, la population augmente, la nourriture par personne augmente, la production industrielle par personne augmente, etc. Et vous avez tout en haut, là en bleu, les ressources restantes. Donc vous avez un stock de départ de ressources, du pétrole, du minerai, etc. Évidemment, ça diminue un peu avec le temps. Alors en 1970, ça croît. En fait, ils disent même, plus tard, ça va continuer à croître. Vous voyez, jusqu'en 2020, ils disent, pas de problème, ça continue à croître, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Mais ils disent, sauf que, tant qu'on cherche la croissance perpétuelle sur une planète qui ne peut pas croître, à un moment, le système s'effondre. Et vous avez ce que en anglais, on appelle overshooting collapse, c'est-à-dire que vous allez au-delà des limites de résilience du système, et après, le truc se casse la gueule. Alors, vous pouvez dire, très bien, à ce moment, je ne veux pas, et donc, je vais me limiter. Peut-être, sauf que peut-être pas. Alors, dans les limites qu'on a commencé à franchir, vous en avez ici une qui est passée totalement sous l'écran radar de la presse française. Dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est paru en décembre 2018, vous avez la phrase en rouge que je vous invite à lire et à méditer, dans laquelle il est dit la production de pétrole conventionnel est passée par un maximum en 2008. Donc le pic de production pour le pétrole conventionnel, ça existe, puisque ça fait 10 ans que c'est passé. Alors il reste d'autres types de pétrole, etc. Mais globalement, on est déjà plus très loin du moment où ce truc qui alimente l'économie mondiale va commencer à faire des choses bizarres. Après, vous avez un autre problème à l'aval qui a également commencé à se manifester de manière importante, qui est le changement climatique. Et là, je vais juste vous donner deux indications sur ce que ça signifie, le changement climatique. Ici, vous avez une carte de l'Europe telle qu'elle s'observe aujourd'hui si on ne supprime pas les écosystèmes installés pour y faire autre chose, donc le forum des images, tout un tas d'autres trucs, accessoires, des champs, des routes, etc. Ici, vous avez la carte de l'Europe telle qu'elle existait il y a 20 000 ans. Donc il y a 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire, il est beaucoup plus froid. Et évidemment, l'Europe ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas de Danix en Scandinavie, parce que les Scandinaves sont sous la glace. Vous avez un glacier de 3 km d'épaisseur qui occupe toute la Scandinavie. Vous avez la même chose au Canada. Pour constituer ces glaciers, il faut prendre de l'eau quelque part. Elle a été prise dans l'océan. Le niveau de l'océan est 120 mètres plus bas. Il fait beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. Donc, en gros, vous avez une toundra sibérienne en France. Et il n'y a pas de quoi faire vivre le forum des Halles, qui manque un peu de consommateurs à l'époque, puisque la population française est limitée à 100 000 personnes. Eh bien, le passage de l'Europe de gauche à l'Europe de droite, qui s'est faite pendant la dernière déglaciation, correspond à une élévation de la température planétaire de seulement 5 degrés. Donc, vous voyez le changement climatique. Quand on parle de quelques degrés d'élévation de la moyenne, on est vraiment en train de parler d'un gros choc. Donc, d'un côté, on commence à manquer de pétrole, de l'autre, on se prépare à un changement climatique qui est loin d'être terminé, qui est
Donc vous voyez les limites à la croissance. En fait, on commence à les voir, elles commencent à être sous notre nez. Simplement, la part affective de notre cervelle continue à avoir envie de regarder les indicateurs qui vont bien, histoire qu'on puisse, une minute de plus, M. Bourreau, ne pas regarder la situation telle qu'elle commence à se présenter. Voilà, malheureusement, les limites, elles sont déjà là, et pour les plus jeunes d'entre vous dans cette salle, donc ça c'est la partie très très mauvaise nouvelle, elles vont s'appliquer de manière croissante jusqu'à ce que vous ayez mon âge et bien plus, parce que malheureusement, la Terre, on a fait toujours 13 000 km de diamètre. Voilà, merci. Il n'est pas allumé le micro. Il n'est pas allumé le micro. Il y a un interrupteur dessus, on-off. Oui, c'est bon. Apparemment, je vois des commentaires. C'est bon? Oui, c'est bon. Je vais encore démarrer Bonsoir à tous. la conférence qui redémarre. Oui, donc c'est simplement pour me présenter rapidement. Donc, je suis Pierre Coll, chef d'entreprise calédonienne. Donc, j'ai d'abord eu une carrière chez les vilains producteurs de pétrole, chez Total maintenant, Alpha Aquitaine à l'époque, et puis également dans le groupe Eramet où j'ai produit du nickel et du manganèse. Après, je me suis un peu soigné puisque j'ai été chef d'entreprise, donc moi-même autonome, et j'ai dirigé un bureau d'études qui était spécialisé entre autres dans l'environnement. Et donc ça c'était en Calédonie depuis une vingtaine d'années. Et donc là, je suis passé maintenant dans une phase où la partie humaine m'intéresse beaucoup et je suis principalement président de l'association Talent Calédonien. Je fais pas mal de choses aussi dans le monde socio-professionnel, à la CCI par exemple. Et ça, c'est pas très important. Donc je me suis soigné au fur et à mesure. Donc je suis passé de la partie, on va dire, comment ça s'appelle ? La partie. Voilà. La partie, je dirais, purement utilisation des ressources naturelles, qu'on l'a vu avec notre camarade là, Jean Covici, là, donc on utilisait le pétrole, le minerai, on utilisait beaucoup d'énergie pour le fond, enfin. Et donc je suis passé à la partie environnementale et là je me dis maintenant c'est la partie plus humaine, sociétale qui m'intéresse. Et donc ça, en fait ça fait un beau mix de ce qu'on appelait, je ne sais plus tellement à la mode maintenant, le développement durable, donc là, le mix entre l'économie, l'environnement et aussi la partie humaine et sociétale. Donc si on en vient à notre sujet d'aujourd'hui qui est donc le sujet de la transition énergétique des métallurgistes, le sujet principal, il peut être illustré par cette diapo qui montre que la Calédonie est, sur cette diapo, ça dépend un peu des années, elle est sixième dans le classement mondial des émetteurs de CO2 par année et par habitant. Donc ça varie un petit peu, des fois c'est pire que ça, des fois on est troisième, suivant les années, suivant si les usines marchent très bien, par exemple. Elles produisent beaucoup d'électricité, enfin elles ont besoin de beaucoup d'électricité, donc elles produisent beaucoup de CO2. Donc les bonnes années du nickel, on peut remonter. Les mauvaises années, on va redescendre. Mais voilà, donc c'est un peu le paradoxe qu'illustrait Jean Covici tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois les statistiques nous trompent un petit peu sur le sens dans lequel les choses bougent ou devraient bouger. Alors la Calédonie, elle est un peu bizarre dans ce classement parce que en fait c'est le seul pays, si vous prenez tous les pays, là, les 9 autres, c'est le seul pays qui n'est pas producteur de pétrole. Donc bien sûr le Qatar, le Koweït, les Émirats, tout ça c'est producteur, mais aussi le Kazakhstan bien sûr, les États-Unis sont des gros producteurs, l'Australie, et donc le seul qui n'est pas producteur de pétrole, donc qui utilise beaucoup d'énergie par personne.
personne en tous les cas, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc on est vraiment un cas très particulier. Et ça a des impacts par exemple en termes d'image. Je reviens à mon association Talents Calédoniens, ça c'est pas très sexy pour faire venir des talents en Calédonie, leur dire qu'on est dans les champions du monde de l'émission de CO2 par habitant. Donc c'est un impact, hein. Alors après on peut je dirais, le relativiser en disant finalement les impacts ne sont pas si grands parce qu'on n'est pas si nombreux en Calédonie, mais on est quand même dans le top 10 et en fait il y a des pays qui sont guère plus nombreux, d'ailleurs les gens sont guère plus nombreux comme Brunei par exemple, qui sont à peu près la même population qu'en Calédonie. Alors si on regarde ce chiffre-là, d'où ils viennent, c'est ce que Joël expliquait tout à l'heure, ils viennent essentiellement du secteur du nickel. Nickel, alors nickel, souvent on l'appelle, je dirais incorrectement, la mine. Le nickel, c'est la mine, mais c'est surtout la métallurgie en termes d'énergie. Et donc sur cette slide qui est un peu compliquée, vous avez l'énergie en général. Alors il ne faut pas confondre l'électricité et l'énergie, souvent on a tendance à faire l'amalgame. L'électricité, c'est une forme d'énergie, hein, on voit bien, mais il y a des tas d'autres énergies qui sont par exemple celles qui sont utilisées dans les engins, dans les véhicules, et donc ça contribue bien sûr à la facture CO2, y compris celle qui ne fait pas dans le support d'électricité. Donc si on regarde en termes d'énergie en Nouvelle-Calédonie, le nickel, c'est-à-dire la métallurgie et les mines, ça c'est la slide, c'est la partie gauche de la slide, ça représente 61,6% de la totalité de la production. Donc c'est là d'où vient l'anomalie, on est gros consommateur d'énergie parce qu'on a un gros secteur nickel, très clairement, qui est, je dirais, très lourd en énergie. Si on prend l'électricité, c'est la partie en bas à droite, là c'est encore plus important à cause de la métallurgie et des fours électriques qui sont extrêmement consommateurs en électricité, puisque c'est 76% de l'électricité qui est consommée en Nouvelle-Calédonie qui provient qui est consommée dans la métallurgie essentiellement du nickel, dans le nickel et en particulier dans la métallurgie. Donc c'est vraiment considérable, un électron, tout ce qui sert aux autres entreprises, aux particuliers, je dirais à l'ensemble des collectivités aussi, ça représente finalement qu'un quart de ce qui est consommé en énergie en Calédonie, donc en électricité précisément. Et ça, le problème que ça pose aussi, c'est que tout ça vient de l'extérieur, puisque 97,8% des importations, des besoins énergétiques sont couverts par des importations de charbon et de produits pétroliers. Donc ça nous rend extrêmement dépendants, extrêmement peu résilients à toute atteinte, je dirais, par exemple aux chaînes logistiques, mais globalement, on est extrêmement sensible, par exemple en Calédonie, à toute variation du prix du pétrole, c'est considérable. Tous ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sont des chiffres tirés du schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, donc notamment des travaux de la DIMAC. Alors, je continue. Alors, c'est celle-là. Voilà, donc, alors est-ce qu'on a le choix ou pas? Et donc c'est un peu le but de la conférence de ce soir, de montrer qu'il y a un choix aujourd'hui qui apparaît. C'est récent, c'était pas vrai. Il y a 5 ans, c'était pas vrai, on n'avait pas vraiment le choix. Il y a 2 ans, c'était moins évident. Et en 2021, moi, ma conviction, c'est que ça devient évident. Mais on sait bien qu'on est sur des processus où, comme l'a dit Jean Covici, à un moment donné, on cherche tous les éléments qui vont nous rassurer en disant mais non, pas encore, on peut attendre encore un petit peu. Hein. Et donc, pour moi, il ne faut pas trop attendre parce qu'après, ça sera trop tard. Donc l'évidence du photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie, c'est lié à 3 choses en fait. C'est lié à quelque chose qu'on connaît bien, qui est une évidence pour tout le monde, c'est l'ensoleillement. En Calédonie, on a un ensoleillement world class. Si vous regardez sur cette carte-là, on est très bien placé dans les parties jaunes, voire orange. Et si on se ramène par exemple au comparatif Europe, on est en Calédonie à un ensoleillement qui est équivalent aux meilleures régions de l'Europe, c'est-à-dire au sud de l'Espagne, au sud du Portugal, où les performances du photovoltaïque sont vraiment extraordinaires. Mais on n'a pas que ça, parce que par exemple dans les départements et territoires d'outre-mer, il y a beaucoup de départements qui ont aussi un ensoleillement qui est très intéressant, mais par contre elles n'ont pas de foncier.
Si on va sur la Réunion, pour ceux qui connaissent, c'est beaucoup plus d'habitants, beaucoup moins d'espace, et puis un espace montagneux avec une bande côtière très limitée. Ici, on a notamment sur la côte ouest une bande de plaine très importante, et je dirais qu'il y a aujourd'hui de la place pour faire du photovoltaïque sans trop de conflits d'usage. Il pourra toujours y avoir des conflits d'usage, mais beaucoup moindres que ce qu'on pourrait avoir dans les autres dom-toms. Et également, ce qui est intéressant en Calédonie, ça c'est aussi exceptionnel mondialement, oui, mondialement je dirais, c'est que ce pays-là qui a ses capacités de production photovoltaïque très intéressantes a aussi une demande à un niveau très important. On l'a vu tout à l'heure, hein, on se situe ramené par habitant dans les tout premiers pays mondiaux en termes de production de CO2, donc en termes d'électricité. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques années, le photovoltaïque était encore très cher. Il y a 10 ans, il était 10 fois plus cher qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est à peine 3 francs 30 du kilowattheure, ce qui en fait l'énergie, parmi toutes les énergies consommées en Calédonie, qui est de loin la plus faible, qui a un coût le plus faible, et de très loin. C'est vraiment, il n'y a pas photo. Si on prend les énergies fossiles de charbon, on est à 5 fois ça, on est à 4 ou 5 fois ça, enfin, on est à des niveaux qui sont bien plus élevés que ça, voire plus que ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît aujourd'hui comme une évidence en Nouvelle-Calédonie. Mais cette évidence, elle a une contrepartie, c'est qu'elle est évidente évidemment quand il y a du soleil, mais qu'est-ce qu'on fait puisqu'on a besoin d'électricité, y compris la nuit. Donc ça pose tout de suite une problématique, c'est comment on pallie à cette variabilité, cette intermittence du photovoltaïque. Et là, on est vraiment à la croisée des chemins, il y a vraiment deux choix. Il y a le choix, je dirais, classique qui consiste à dire la nuit, on va utiliser du fossile pour s'éclairer, et puis ça ira très bien. On utilise le photovoltaïque la journée, entre guillemets, en direct, en consommation directe, et puis le reste du temps, on fait marcher une bonne centrale pour que finalement on ait notre électricité dont on a besoin. Et puis, ça c'était la réponse jusqu'à, on va dire, 2-3 ans. C'était vraiment la réponse, il n'y avait pas de réponse haute technique. Et depuis 2-3 ans, apparaissent des systèmes de stockage massifs sous forme de batteries. Alors, les batteries, ça pose des problèmes, on pourra en discuter aussi, mais bon, il faut toujours arbitrer entre plusieurs problèmes. Et par exemple, là, vous avez une méga batterie qui a démarré en décembre 2020, vous voyez que c'est très récent, qui a été construite en moins d'1 an. C'est des batteries Tesla, pour ceux qui connaissent aussi. Vous voyez, c'est des containers, ils appellent des mégapacks, je crois que ça s'appelle des mégapacks. On aligne des containers et ça se fabrique en 1 année. Et Tesla aujourd'hui d'ailleurs vient de communiquer en disant finalement on n'a plus besoin d'1 année, il nous faut 3 mois pour faire ça. Ça suffit 3 mois, c'est pour mettre les containers, on a un peu l'habitude. Donc c'est des choses extrêmement rapides aussi qui peuvent se déployer vraiment à l'échelle de quelques mois, parce que c'était assez impressionnant. Et ça n'existait pas parce qu'il y a 3 ans, ce qui existait en décembre 2017, c'était quelque chose qui était 12 fois plus petit que ça. C'était vraiment minuscule par rapport à ça, et ça démontre la vitesse à laquelle les choses évoluent. Et alors après on peut dire, mais finalement on peut faire des deux. On peut toujours faire des deux, mais pourquoi faire des deux si les batteries marchent, si ça fonctionne? Et puis finalement on choisit deux choses qui sont un peu antagonistes, très nettement antagonistes, parce que à chaque fois qu'on va faire fonctionner les batteries, on va nuire à la centrale qui va fossile, parce qu'on va lui quelque part diminuer son taux de marge, diminuer sa production, et ça économiquement c'est pas bon. Donc se pose la question, pour moi le faire les deux à la fois c'est un peu curieux, parce que soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche, prenons les batteries qui fonctionnent. Et si ça marche pas, effectivement on est obligé de faire du fossile. Alors, donc ça c'est de la technique un petit peu, mais on voit aussi que tout ça s'accompagne d'un mouvement qui est vraiment global, où je dirais l'impact de la nécessité d'avoir des transitions énergétiques rapides est de plus en plus évident. Et là, ça peut s'illustrer par à la fois des aspects purement économiques, je dirais marketing,
il y a une banque en Australie là, qui aujourd'hui communique en disant moi c'est la banque où les clients doivent aller parce que c'est une banque où on croit qu'il y a un réchauffement climatique. Parce que tout le monde est en Australie, surtout il y en a pas mal qui. Les lobbies charbon sont quand même assez actifs. Hein. C'est pas si évident que ça. Donc on croit, nous, notre banque, qu'il y a une crise climatique et en plus on s'engage à ne financer aucun projet fossile. Donc ça c'est un argument de vente. Donc on voit que les banques, c'est pas des bienfaiteurs. Hein. En général, ils font ça parce qu'à un moment donné, ils savent qu'il y a des clients à aller chercher. Donc ils vont chercher des clients comme ça. Il y a d'autres clients qu'on vient chercher, là c'est des électeurs, ça s'appelle des électeurs. Donc il y a le gouvernement français qui dit, nous on a 3 priorités. On a la priorité au verdissement de notre économie, forte priorité. On veut défendre la compétitivité de nos entreprises et on veut renforcer la cohésion sociale et territoriale. Et ça, c'est assez intéressant comme affirmation du plan de France Relance qui a été lancé après la crise Covid pour redémarrer. Donc c'est quelque chose que j'ai photographié au ministère de l'Outre-mer en octobre de 2020. Et si on regarde ce que peut faire une transition énergétique volontariste en Calédonie, ambitieuse, elle fait exactement ces 3 choses. Elle fait le verdissement, elle donne de la compétitivité et elle renforce la cohésion sociale et territoriale, et on pourra voir comment. Et puis là aussi, il y a des affirmations en dessous, là c'est un peu plus radical, c'est le patron de la Banque européenne d'investissement. C'est pas n'importe qui, hein, c'est pas un écolo qui est illuminé, hein, c'est quelqu'un qui là aussi raisonne euro ou dollar. Et donc en janvier 2021, il annonce Gas is over. C'est assez laconique, mais c'est ce que dit la Banque européenne d'investissement. Alors, ça c'est un peu le panorama macroéconomique, mais qu'est-ce qui se passe dans le nickel? Et c'est pareil, il y a 1 an, il y a 2 ans, il ne se passait pas vraiment quelque chose. Il se passait des choses comme des déclarations très ambitieuses. Là, vous avez la politique énergie et climat d'Eramet, qui est quelque chose de très ambitieux, en disant nous, on veut préserver le climat, on veut avancer là-dessus, hein, mais c'était quand même beaucoup des déclarations. Maintenant, on passe des déclarations à des réalités, et ça, c'est aussi très récent, c'est depuis moins d'1 an. Vous avez 3 exemples là, de choses en métallurgie, et dont 2 en nickel, où on voit que les choses bougent très rapidement. Donc en février 2021, il y a une raffinerie possédée par l'industriel BHP en nickel en Australie de l'Ouest, qui a dit nous on a signé un contrat, on va s'alimenter à 50% en photovoltaïque. Et en plus ça sera moins cher. Ça c'est aussi intéressant, c'est pour ça que la performance économique elle est présente. Hein. On gagne 20% sur notre facture d'électricité, en plus on marche avec 50% de LR. Deuxième point, c'est en Belgique. Alors c'est pas du nickel, c'est du zinc là. Et par contre les Belges ils ont pas mal d'énergie renouvelable, mais ils n'ont pas énormément de manière de les stocker. Donc là le fabricant de zinc Nistar a dit je vais moi mettre des batteries qui par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure étaient relativement modestes, c'est du 100 mégawattheure, mais c'est des batteries qui il y a 3 ans étaient les plus grosses batteries, c'était le record mondial. Donc, on voit que ce qui paraît aujourd'hui relativement modeste, bah, c'est très très significatif, et donc là il y a une fonderie de zinc qui s'équipe en batterie et qui va le faire entre 2020 et 2022, hein, on voit que c'est très rapide. Alors ce qui est encore plus inquiétant pour la Calédonie, c'est le 3e point, c'est Tsingshan, qui est le plus gros producteur de nickel chinois, qui produisait essentiellement en Chine, mais maintenant qui s'est complètement déporté en production en Indonésie, notamment parce que l'Indonésie n'accepte plus l'export de son minerai de nickel, et donc les Indonésiens comme ça ont fait venir des Chinois en Indonésie pour fabriquer des centrales. Et on se dit toujours, oui, les Chinois, c'est des gros pollueurs, ils font n'importe quoi avec les résidus, ils fabriquent du charbon, enfin c'est vraiment n'importe quoi, et donc nous, quand même, on est beaucoup plus propre. Bah, Tsingshan vient d'annoncer qu'ils prenaient le tournant énergétique de façon assez radicale, puisqu'ils vont fabriquer, enfin ils vont utiliser 2 gigawatts de photovoltaïque et d'éolien en Indonésie pour verdir leur production énergétique. Donc c'est des gens qui, quand ils y vont, les Chinois, ils y vont assez rapidement. Et c'est assez inquiétant par rapport à la situation du nickel en Calédonie, parce que c'est des gens qui se développent, qui fabriquent l'équivalent d'une SLN par an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou.
business à 10 par an, donc ils y vont, ils y vont. Et ils ont des coûts de production qui sont plus faibles. Et je pense, mon sentiment, c'est que la métallurgie en Calédonie ne peut se perpétuer, ne peut se pérenniser que si on a des arguments compétitifs à opposer au coût. Si on cherche uniquement à être moins cher que les Indonésiens, ça ne va pas être facile. Si par contre on arrive à proposer un produit qui soit plus vert, avec plus responsable au niveau environnemental et plus aussi responsable au niveau social, là, à mon avis, il y a un espoir pour qu'on puisse pérenniser la métallurgie. Et cet espoir-là, il me paraît un petit peu menacé par je dirais, le mouvement qu'a annoncé Tsingshan, où pareil, ils vont le faire en 2-3 ans, où ils ont très bien compris que maintenant, comme la banque de tout à l'heure, pour vendre à leurs clients, il fallait qu'ils annoncent qu'ils soient verts. Et là encore, c'est pas parce qu'ils aiment le photovoltaïque, hein, c'est pas ça l'argument principal, c'est qu'ils savent que pour vendre des batteries, il va falloir annoncer qu'on est vert. Alors ça, je vous ai fait un comparatif des solutions que pourrait, sur différents critères, de ce que peut représenter l'intérêt des batteries vis-à-vis d'une centrale fossile. Je ne sais pas combien il reste de temps, Joël, si on a du temps. 5 minutes. Bon, assez rapidement. Sur le prix, ça c'est intéressant. Le prix, on voit que le photovoltaïque a énormément baissé. Donc il est vraiment bien moins cher que le fossile, n'importe quel fossile en Calédonie. Et que même si on calcule le coût que ça aurait avec le stockage de batteries, au prix des batteries qui en plus sont en train de baisser. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que plus ça va aller là-dessus, plus ça va baisser. On peut arriver à des coûts qui sont plus compétitifs que les coûts fossiles. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ce qui rend les choses réalistes d'un point de vue économique. L'environnement, évidemment favorable aux batteries, mais en Calédonie, il y a des choses à faire puisqu'il y a des productions de charbon, donc on peut dire qu'on améliore l'environnement si on remplace le charbon par du gaz. Sur des délais, alors si on prend une installation instantanée, ça va beaucoup plus vite de faire des batteries, on l'a vu que ça fait quelques mois, mais les batteries, il faut les accompagner aussi du photovoltaïque, et puis il faut le faire aussi de façon probablement plus progressive que si on fait arriver une barge avec une centrale à un moment donné. Donc finalement, dans les délais, je pense que tout ça dont on parle, c'est en étant volontariste 2025-2026. Dans les deux cas, c'est en accélérant au maximum. Alors, un point important aussi dans le risque, dans la comparaison des deux, c'est en fait, on a vu que la métallurgie n'est pas forcément gagnée en Calédonie. Donc là, si on met en place une production de batteries photovoltaïques ou une production centrale à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la SLN ferme avant la durée de vie de ces installations-là qui sont entre 20 et 25 ans? Et 20 à 25 ans, ça démarre en 2025, on parle de 2045 ou 2050. C'est pour ça que c'est important qu'on se préoccupe, parce que les choix qu'on fait là, c'est pas pour les 2 années qui viennent, c'est l'horizon 2050. Donc, qu'est-ce qui se passe si la SLN s'arrête? Et ça, le fait que la SLN s'arrête avant 2050, c'est pas complètement de la science-fiction, c'est presque l'inverse qui est de la science-fiction. Imaginez que l'usine sera encore là en 2050, c'est loin d'être gagné, quoi. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si? Et la réponse, c'est qu'il y aura des réponses, j'en suis persuadé, si on a de l'électricité verte. Ce qui est beaucoup plus difficile, par contre, à trouver si on a l'électricité qui est fossile. Notamment, une des réponses, n'est pas la seule, ça peut être d'utiliser cette électricité pour fabriquer ce qu'on appelle l'hydrogène vert, dont on annonce un fort développement dans les décennies qui viennent, avec l'hydrogène qui pourrait représenter cet hydrogène vert de l'ordre de 20% de la totalité de l'énergie mondiale à horizon 2050. Donc c'est une demande très forte, et l'Australie d'ailleurs s'est lancée dans des plans, ça a démarré il y a 3-4 ans, dans des plans de création de filières hydrogène vert qui ont démarré donc, dans les années 2017 et qui les amèneront en 2030 à être parmi les premiers producteurs à destination d'export en Asie. Donc ça c'est aussi important, parce que faire une centrale et puis dire bon, finalement on n'en a plus besoin, on la renvoie ou on la laisse, on la démonte, c'est quand même à mon avis un problème.
Les financements, donc ça aussi c'est aussi plutôt favorable aux batteries, puisque aujourd'hui on a vu que Gas is over, la Banque européenne dit moi je ne veux plus financer du gaz. Des fonds qui financent aujourd'hui, ou des banques qui financent de la transition énergétique, il y en a beaucoup qui cherchent des projets, donc c'est vraiment l'inverse. Le risque financier aussi, ça c'est important pendant la durée du projet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des risques? Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une période d'une année à peu près, le Soleil c'est quelque chose d'extrêmement régulier. C'est-à-dire qu'il y a très peu de risques, au moins dans l'état où est notre planète actuellement, ça peut changer un jour, mais aujourd'hui dans l'état de la planète, c'est quelque chose qui est très prévisible, qui ne bouge pas beaucoup et qui est très régulier. Donc pour un financier, c'est très sympathique, c'est-à-dire qu'il sait exactement la production qu'il va avoir sur une année. Et le coût que ça va avoir, ce qui est en l'occurrence nul. Le prix du baril, par contre, il y a vraiment un risque financier. Personne ne connaît le prix du baril dans 2 ans, dans 3 ans. Personne ne sait ça. Celui qui le sait vraiment, il peut gagner beaucoup d'argent, évidemment. Parce qu'on peut à ce moment-là faire du trading. Risque et fiabilité financière et industrielle, là c'est aussi intéressant parce que c'est une des choses qui est quand même reprochée en général à cette solution qui est plus innovante, PV plus batterie, c'est aussi un risque industriel. Moi je suis ingénieur, je trouve que, j'ai exploité les centrales thermiques, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'exploiter une centrale thermique, c'est beaucoup plus compliqué que d'exploiter un photovoltaïque. J'en ai sur ma toiture, moi je n'en ai pas du tout. Et qu'une batterie, on en a dans nos téléphones, c'est pas aussi simple que ça, mais on voit que c'est des choses qui sont statiques, qui sont électroniques, qui sont pas mécaniques, qui sont pas à haute température, il n'y a pas d'usure, enfin, contrairement à une centrale qui est affectée par tous ces phénomènes-là. Et là, sans être polémique, hein, mais ce qu'on peut constater, c'est que la Calédonie, qui avait fait le choix du charbon dans les années 2000, hein, en disant on va construire du charbon, une usine centrale charbon au nord et une centrale charbon au sud. Dans les 2 cas, les centrales charbon n'ont pas du tout atteint les performances qui avaient été prévues. Donc, c'est pas que les gens sont mauvais, hein, c'est que c'est des choses qui sont difficiles, où il y a des risques, où il y a des paramètres qui sont des fois difficiles à contrôler. Et le fait est que la Calédonie a payé pour voir que exploiter une centrale au charbon, c'est pas quelque chose qui est très simple, et en tous les cas, on atteint de façon certaine la performance. Donc, j'avance un petit peu. Alors, l'équilibre offre-demande du réseau, ça c'est assez technique, mais ça aussi, ça a été vérifié. C'est des choses qui peuvent fonctionner et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blackout, comme on dit. Le point peut-être le plus important sur lequel les 2 points derniers sont les plus importants, là, c'est, enfin, en tous les cas, ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est qu'aujourd'hui, à court terme, on a un problème économique, on a un manque de visibilité, bien sûr politique, mais je dirais en tant que chef d'entreprise, on a un manque de visibilité énorme en termes de ce que va être la Calédonie dans 5 ans, dans 10 ans, économiquement, on manque je dirais, de lumière un peu au bout du tunnel. Et là, cette transition énergétique, là, elle pourrait, à court terme, avoir une relance économique très importante pour des entreprises de BTP. Et ça peut être réalisé localement, contrairement à une centrale fossile qui sera réalisée en majorité à l'extérieur. Ça, il y a des entreprises calédoniennes qui peuvent travailler ça. Il y a plein de nouvelles filières. Des filières, ça peut aller jusqu'à faire des boutons autour des champs photovoltaïques, ça peut être faire du dessalement, on a parlé d'hydrogène. On peut parler aussi d'une chose qui n'a pas trop émergé là aujourd'hui, qui est le numérique vert. C'est quelque chose, aujourd'hui, quand on envoie un mail, quand on fait des calculs sur un ordinateur, on n'a pas l'impression que ça consomme beaucoup, si ce n'est la consommation électrique directe de l'ordinateur. Et le numérique vert aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui suivent un petit peu la situation des crypto-monnaies. Le marché s'est effondré récemment, pour différentes raisons, mais en partie parce qu'il y a des gens qui ont dénoncé le coût énergétique. C'était Elon Musk d'ailleurs. Dénoncer le coût énergétique de ces crypto-monnaies parce qu'elles demandent beaucoup de capacité de calcul et elles coûtent en termes de CO2 fortement à la planète. Donc un jour on va se poser la question où est-ce qu'on fait des data centers, où est-ce qu'on fait des bitcoins, et si la Calédonie a cette capacité de produire de l'électricité verte, je pense qu'elle sera bien placée pour accéder à ce genre de filière. Voilà. Donc le dernier slide, rapidement.
Donc, ouais, c'est un résumé un petit peu l'amélioration impressionnante des performances des technologies ENR. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de construire une nouvelle centrale fossile pour fournir le complément de capacité qui est nécessaire pour, je dirais, traiter la limite, l'intermittence du PV. C'est important, et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de Mia là, qui m'a proposé d'expliquer ces choses-là sur lesquelles on avait discuté avec Christian notamment à un moment donné. Il m'a dit que ça vaut le coup d'en parler. Je suis bien sûr. Okay, j'ai accepté d'en parler parce que je pense que c'est un sujet qui a un enjeu énorme pour la Calédonie, qui nous engage sur très longtemps. Voilà, j'en parle aujourd'hui. Et donc il y a vraiment une opportunité en 2021 de développer une stratégie ambitieuse et innovante. Et cette stratégie, si on arrive à le faire, ça peut être un facteur de réunion et de visibilité et de comment dire, d'attractivité pour la Calédonie. Et je pense que la Calédonie en a besoin. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment de... Alors, je vais être obligé de déplacer avec le micro, parce que tout est enregistré. Oui, merci pour cette présentation. J'avais une question pour produire l'équivalent de ce qui est produit aujourd'hui en solaire. Quelle surface il faudrait? Une bonne question. Alors, le ratio, c'est 1 hectare pour 1 mégawatt. D'accord. Alors, les mégawatts solaires, il faut les compter un peu différemment, puisque comme ils produisent que pour une certaine partie de la journée, il y a, par rapport au mégawatt, par exemple, d'une centrale thermique, il faut multiplier par 5 ou 6 pour arriver à peu près à ce qu'il faudrait. Si on prend le cas d'une production d'une centrale telle que celle qu'on regarde pour la SLN, les surfaces, elles sont à peu près entre 600 et 1200 hectares, à peu près, pour donner un ordre de grandeur. Donc pour donner un petit peu aussi une échelle aussi, parce que ça ne parle pas forcément, la Calédonie c'est 2 millions d'hectares, hein, donc c'est quand même une très faible proportion. Et la filière aquacole des crevettes, c'est 600 hectares. Donc c'est exactement la fourchette basse de ce qu'il faudra. Voilà. Donc c'est l'emprise au sol, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a sur les crevettes, deux fois sur les crevettes. Bon, sachant, donc ça veut dire qu'on n'a pas l'impression d'être entouré par des bassins de crevettes, quoi. Donc on voit que ça se gère quand même à l'échelle de la Calédonie. Voilà. Et pour l'ensemble de la production de la Calédonie ou de la consommation de la Calédonie? Pour l'ensemble c'est plus, alors il faut que je fasse un calcul. Si on voulait faire d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'être en 100% ENR. Parce que les derniers panneaux qu'il faudrait faire pour arriver à être à 100%, les derniers pourcents, ils serviraient que très très peu dans l'année. C'est-à-dire qu'on fabriquerait des tas de choses qui ne serviraient à rien, à la fois des ENR ou des batteries, qui serviraient à préserver un truc qui arrive une journée par an. Donc ça n'a pas de sens de dire on va faire que du PV et que des batteries. Le curseur, il faut quelques dizaines de pourcents, entre 10 et peut-être 20 ou 30 ou 40. Enfin, ça c'est un peu un curseur qu'on peut ajuster d'ailleurs avec le temps. Hein. Ce curseur-là, il est nécessairement produit par aujourd'hui ce qui est autre, qui peut être du fossile, qui peut être aussi gâté. Gâté, c'est quand même une réserve importante. Et donc si on ramène dans ces ratios-là, ça ferait, là je parle un peu à chaud, mais ça ferait, je dirais, peut-être 2000 hectares, 2500 hectares, un truc comme ça, 2000 hectares. Ouais. Si on disait on va au maximum et on arrête tout ce qui n'est pas nécessaire. Bonsoir.
Moi, je me demandais si on considère le cycle de vie complet d'une filière photovoltaïque, donc de la fabrication des panneaux jusqu'à sa fin de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des réponses favorables à la construction de panneaux photovoltaïques verts et au recyclage ensuite en fin de vie? Enfin voilà. Bonsoir. Aujourd'hui, en comptant l'extraction du minerai, la fabrication des panneaux dans une usine, même si elle n'est pas vertueuse, mais bon, si on choisit une usine en Europe qui est à énergie positive, donc on gagne encore. Le transport jusqu'en Calédonie, en moins d'un an, on annule le bilan de l'énergie grise, en moins d'un an. Sachant qu'un panneau de bonne qualité, en gros, un panneau de bonne qualité il est garanti par le fabricant une vingtaine, 20 ou 25 ans. Et ils vous garantissent que dans 25 ans, il produira encore 85% de la puissance de départ. Ils ont fait des tests de vieillissement accéléré sur des panneaux. On est à 50 ans, on est toujours à 70% de la puissance de départ. C'est pour ça que si on met la qualité dans le matériel, on va jamais changer. Donc ça sera les générations futures qui changeront. C'est-à-dire que même si dans 50 ans, c'est efficient à 70%, déjà ça sera rentabilisé depuis très très longtemps. Et surtout, pas non, 50 ans, on n'aura pas émis, bon allez, on va dire 49 ans, on n'aura pas émis de CO2. Donc c'est surtout ce qui est très très intéressant dans l'énergie renouvelable. Mais ceux qui fabriquent les panneaux photovoltaïques, ils les mettent? Pas si vous avez une usine à énergie positive, notamment en Europe, ou même en Chine, ils vont s'y mettre. De plus en plus, ce qu'on a dit tout à l'heure, le consommateur, nous, il a le choix tous les jours, on a un choix de dire cette chose-là, je l'achète ou je ne l'achète pas. Coluche disait, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas. C'est aussi simple que ça. Donc on a des choix tous les jours, on a notre choix, c'est on vote tous les jours en achetant ou pas une chose. Et ben, il faut faire un choix en achetant une voiture, un 4x4 qui ne sert à rien, ou une voiture électrique qui est beaucoup moins émissive, surtout si on la recharge avec nos panneaux solaires qui ne sont pas du tout émissifs non plus. Donc c'est une démarche globale. Voilà. Merci. Une autre question? Bonsoir, merci pour la présentation. Moi j'ai une question qui est très concrète. Je porte un projet de centrale photovoltaïque dans le nord de 20 hectares à proximité des centres miniers qu'on peut trouver dans la région de Vaud-Comac. Donc c'est un projet qui a plusieurs avantages puisqu'il est directement lié aux utilisateurs, ce que vous disiez juste avant, ça participe également à la politique de rééquilibrage. Et cependant, les porteurs de projets rencontrent de nombreux problèmes. Les lignes à haute tension ne sont pas capables de supporter des trop gros afflux d'énergie à des moments, et on a également des gros problèmes de revendication foncière dès qu'on porte un projet. Vous, en tant qu'expert dans ce domaine, et également j'élargis à construire autrement, comment est-ce qu'on peut penser à la Calédonie demain avec ce genre de problématique sur ce type de projet? Vas-y, Bert. Ici, la question, c'est... Il y a deux questions, alors je ne répondrai pas à la problématique de revendication foncière, c'est pas mon sujet, mais il y a peut-être des gens qui pourront répondre. Sur la problématique de capacité de la ligne, par contre, ça c'est un des intérêts du stockage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le stockage permet d'absorber la production quand elle est produite, à la journée, d'en passer ce que la ligne permet de passer. Et par contre, la nuit, où il y a quand même une charge en général qui est plus basse, à ce moment-là, d'utiliser la capacité de stockage des batteries dans la ligne qui, étant moins chargée, permet de le faire. Donc c'est une des réponses qui peut être apportée si on ne veut pas renforcer les lignes, parce que c'est vrai que ça peut représenter des coûts importants. Mais le stockage aide beaucoup là-dessus, puisque ça évite d'être obligé de transiter et ça permet d'optimiser le réseau.
faut que toutes les parties prenantes comprennent en fait l'intérêt. Et soit au début, en fait, vous co-construisez le projet avec. Ça s'est passé dans d'autres endroits où en fait les tribus participent au projet d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'elles portent aussi ce projet que vous avez. Il y a toujours une solution et c'est la manière dont on l'amène qui est, semble-t-il, en fait la solution. On le trouve à Vaud, il y a des centrales, il y a des PV, il y a du PV là-bas, il y a aussi des éoliennes. Enfin, dans beaucoup de terres, en côtière, il y a des projets. Donc l'ingénierie de projet, le temps de construire, doit inclure les populations. Ça, c'est un des bases de la Calédonie ici. Une autre question? Merci. Donc, je propose effectivement donc, de ne pas construire une nouvelle centrale fossile, ce que j'ai bien compris et ce qui est ton discours depuis maintenant plusieurs mois, et donc de le remplacer, notamment pour remplacer l'actuelle centrale SLN par des technologies ENR. Donc, sur cette base-là, quel serait globalement le coût d'une centrale de ce type pour remplacer celle de la SLN, et quel serait finalement pour la SLN le coût énergétique de l'énergie produite par cette centrale? Parce que finalement, la question numéro 1, en tout cas du point de vue de la SLN et du point de vue de la compétitivité dont tu parlais tout à l'heure, c'est celle-là. Donc, quel serait à peu près le coût final pour la SLN en prenant en compte l'ensemble des coûts d'un tel projet et en prenant en compte éventuellement la solution de secours qu'il peut y avoir pour garantir quand même le maintien des cours en état, même à un niveau minimum? Je connais la réponse, mais je ne la donnerai pas. Non, parce que là je me dois quand même d'être un petit peu, je dirais, un peu réservé par rapport au travail qui a été fait quand j'étais président de NCE. Donc on a la réponse. Ce que je peux dire quand même, sans noter, c'est, ouais, même pas les ordres de grandeur, mais que c'est moins cher. Alors non, je vais dire deux choses. Parce que ta question, c'était aussi le CAPEX, le montant de l'investissement. Il est beaucoup plus élevé dans les ENR, PV plus batterie, beaucoup plus élevé. Par contre, le prix fourni à la SLN est plus faible. Le kilowattheure est potentiellement plus faible que celui fourni par une centrale au gaz, mais on ne sait pas trop, puisque là encore, moi je parle et je ne devrais pas parler, mais il y a un appel d'offres qui est en cours, on ne sait pas le prix. Ça se trouve, il va y avoir un super prix, on ne sait pas. Donc c'est ma conviction, c'est plus qu'une information, c'est ma conviction. Est-ce qu'on arrive à un prix qui est celui qui est plus ou moins demandé par la SLN et aux alentours de 8 à 10 francs Je ne sais pas. Non, avec le photovoltaïque. Avec le photovoltaïque. Il y a d'autres moyens de stockage pour l'énergie que les batteries. Alors oui, ça c'est une question vraiment importante. Alors, les batteries, ça pose des problèmes. Il y a le problème du recyclage notamment. Alors ça peut être aussi un problème, ça peut être aussi une recherche de solutions. Et en discutant avec des gens, par exemple, qui sont dans le domaine de la métallurgie, les gens de Brony et Ressources, ou Goro Ressources, ils ont des systèmes qui pourraient tout à fait servir au recyclage, puisque le recyclage aujourd'hui des batteries, ils se font dans des systèmes d'oxydation acide, ou exactement comme un Goro, alors moins haute température, moins haute pression, mais un peu plus que le moins. Donc le recyclage pourrait être, c'est pas le cas aujourd'hui, mais il peut y avoir des pistes intéressantes auprès des données. Par contre, elles ont une durée de vie qui augmente d'ailleurs aussi, un peu comme les photovoltaïques, mais elles durent entre 10 et 20 ans, on va dire. Aujourd'hui, sur le marché, c'est ce qu'on trouve, avec pareil une baisse au fur et à mesure de la durée de vie, de la capacité. Mais elles ne sont pas éternelles, et puis il y a ce problème de recyclage. Donc ce qui paraît, je dirais, intéressant, c'est en parallèle des batteries, à un moment donné, se poser des questions d'autres outils de stockage, comme les stations de transfert d'énergie par pompage. Donc c'est des systèmes où il y a deux bassins, un bassin en bas et un réservoir en haut. Et donc, comment? Comme le barrage à Niaoua. Alors, on ne fait pas remonter, c'est du turbinage, je ne connais pas bien, mais turbinage au fil de l'eau, le Niaoua. On fait remonter la nuit dans le barrage supérieur. Oui, alors c'est ce principe-là. C'est ce principe-là, bon, à une beaucoup plus grosse échelle.
c'est conçu pour ça, c'est-à-dire que c'est conçu pour être en cycle fermé. Enfin, il peut y avoir d'ailleurs aussi, je crois qu'il y a quand même un apport au départ. Là, ça peut potentiellement marcher, il y a même des gens qui imaginent de le faire dans le désert. Il n'y a pas d'eau, simplement pour stocker l'énergie. En Australie, il y a des projets comme ça. Et en Australie, il y a des très très gros projets de STEP, de stations d'énergie, de transfert d'énergie par pompage, notamment en Tasmanie. Et eux, ils envisagent de l'utiliser en lieu et place, en tous les cas, en complément des batteries. En Calédonie, le problème de la STEP, c'est qu'il faut 10 ans à peu près pour la réaliser. Et là, par rapport aux échéances, notamment métallurgiques, notamment pour la situation de la SLN, ça paraît un peu long d'avoir une transition énergétique sur 10 ans. Donc là, le compromis qui a été trouvé, mais c'est un peu un compromis, c'est de dire faisons des batteries rapidement et préparons la suite avec par exemple des steps, ça peut être quelque chose de très intéressant. Les steps, ça dure 100 ans potentiellement, c'est un barrage. Donc c'est une infrastructure qui doit être vue comme un aéroport, comme une route, c'est vraiment une infrastructure très intéressante pour un pays. Est-ce qu'il y a encore le CO2 ? Oui. Bonsoir. Moi je suis citoyen calédonien, à la retraite, ouvrier. Je vois qu'il y a beaucoup de gens intéressés là, quelques étudiants et de belles cervelles sans doute parce que le sujet est intéressant. Je remercie Lia qui doit être à l'origine de ça et puis c'est un peu politisé, c'est très bien. Et je vais faire quelques commentaires parce que les questions, il y aura peut-être des questions après. Quelques commentaires. Par exemple, c'est très bien d'avoir parlé de Jancovici. Jancovici, il faut le voir sur d'autres sujets, comme par exemple le photovoltaïque. Il est absolument contre. Il vous démontre, avec la même capacité qui vous a convaincu tout à l'heure, il vous démontre la bêtise du photovoltaïque. Le fait aussi qu'on fasse le classement CO2, c'est une escroquerie, c'est complètement ridicule. C'est juste pour faire peur aux gens. Ce qui serait plus honnête, c'est de voir combien la Calédonie produit de CO2 et de mettre ça dans le classement mondial des producteurs de CO2. Et là, je ne crois pas qu'on soit à la 6e, à la 3e, ou on doit être à la 120e place peut-être, avec 3 petites usines. Pour continuer là-dessus, sur une bonne nouvelle, c'est que sur le territoire, moi ce qui m'intéresse en tant que citoyen, c'est l'intérêt général. Et donc sur le territoire, il y a plusieurs sortes d'électricité qui sont nécessaires. Donc l'électricité industrielle, dont on parle aussi, et l'électricité domestique. Et il faut savoir que l'électricité domestique, elle est 100% renouvelable dès aujourd'hui. Le barrage de Liaté est en capacité de fournir toute l'électricité domestique de tout le territoire, excepté des îles, parce qu'on ne peut pas l'exporter comme ça. Donc on n'a aucun problème pour l'électricité domestique. On n'a pas besoin de photovoltaïque. Sauf pour des endroits un peu isolés, où ça c'est parfait, où les astronautes, la station par exemple, comme disait l'autre. Voilà, des endroits où... Voilà. Donc c'est une escroquerie. Ils sont en train, les uns les autres, là, de vous arnaquer au sujet du photovoltaïque, pour dire les choses comme il faut. De prendre sur le budget du territoire pour nous faire des fermes dont on n'a pas besoin, premièrement. Avec un procédé qui est très discutable. Économiquement, sans doute, comme le monsieur parlait tout à l'heure, c'est forcément rentable, parce qu'on ne vous fait pas payer l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. Mais écologiquement, c'est un non-sens. Pour fabriquer un panneau, il faut une certaine somme d'énergie que le panneau ne donnera jamais dans toute sa vie de panneau, ne rendra jamais dans toute sa vie de panneau. Ça, il faut le savoir, écologiquement, physiquement, ça c'est la physique des choses.
Économiquement, bien sûr, si vous ne payez pas le panneau, le prix de l'énergie, si c'est la Chine qui vous le fait, il vous fait un prix d'amis, hein, le panneau il ne coûte rien, vous faites du bénéfice derrière. Mais écologiquement, ce n'est pas du bénéfice. Parce qu'après, il y a le retraitement. Oui, il n'y a plus la parole aussi. Vous avez tout à fait raison. Donc, après, pour parler de l'électricité industrielle, la centrale il était question de la centrale de Dognan-Beau, sans doute. La centrale de Dognan-Beau, on nous l'a fait payer déjà sur le carburant. On nous taxe le carburant de 3 francs là, depuis des années. Bonjour. Oui, chef, je suis là aussi. Je suis là aussi. Je parle de la centrale. Je suis citoyen. On parle de la centrale. On nous l'a fait payer depuis quelques années. Alors que nous sommes que 37%, nous n'avons que 37% de l'usine. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. J'ai demandé un commentaire. Je peux finir? Je dis que voilà. Moi, je fais un petit commentaire pour dire qu'on est propriétaire, on est actionnaire à 37% seulement de la SLN. C'est pas à nous de payer la centrale. Il faut voir les autres qui sont à 63%. Eux, il faut leur demander un petit peu. Merci. Bonne soirée. Il y a une partie des questions, il y a déjà eu la réponse, donc je ne vais pas la refaire là. Il y a quand même un chiffre là, qui est important et qu'il faut avoir en tête, et là c'est les données. Là. Vous avez dit à un moment donné que le barrage de Yaté, c'est en fait, si j'ai bien compris, à l'ensemble, vous pouvez couvrir l'ensemble des besoins de la distribution publique. C'est bien ça? Domestique. Ça vaut combien ça, la distribution domestique, c'est combien de gigawattheures par an? L'équivalent du barrage de Yaté. Combien? Vous avez les chiffres? Je sais pas, qu'est-ce que vous appelez domestique? Parce que là, si on prend hors métallurgie, je ne les trouverai pas. Hors métallurgie, on est à peu près à 800 gigawattheures. C'est ça? Donc ça sera le barrage de Yaté, on passe à 800 gigawattheures, c'est ça? Il faudrait qu'il pleuve 3 fois plus qu'il pleut actuellement. Ça dépend des années, hein, c'est très variable. Les Yaté, ça peut faire entre 150 et 300 gigawattheures. On est très loin des 800. Et puis ça peut faire 150. Mais combien? 300. Des fois, ça Yaté fait 150. Il y a un petit problème. Mais c'est pas grave, j'en prie. Je ne sais pas si le chiffre vous l'avez vraiment, mais c'est important d'avoir des vrais chiffres, quoi. Et pas annoncer des choses en disant domestique ça fait 300. Enfin, je ne connais pas ce chiffre-là. Merci beaucoup. On va passer au dernier sujet avec Ben. Merci infiniment. Donc là, on a eu une première vision de la décarbonation de l'économie calédonienne en passant par l'énergie. Et là, en fait, Hubert Géraud va nous présenter d'autres filières économiques sur lesquelles on peut travailler avec la décarbonation. Merci beaucoup, bonsoir à tous. En fait, c'est un peu l'avant-goût d'une étude qu'on vous restituera de manière beaucoup plus approfondie, puisqu'elle a été menée, pilotée par l'AFD en partenariat avec l'EDEM et le WWF sur le potentiel de diversification économique à soutenabilité forte de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la richesse sans dégrader notre capital naturel critique renouvelable. Donc là, je vais ce soir l'aborder rapidement, parce que le but c'était de traiter la décarbonation et donc finalement de s'interroger sur dans les secteurs que nous avons identifiés comme étant des vecteurs de cette transition écologique, eh bien, comment ils peuvent être des leviers à la décarbonation de notre économie. Ça va le faire. Okay. Voilà, donc très rapidement, on est parlé en
termes de portage. C'est une étude qui a duré 1 an, avec une partie quantitative et une partie qualitative, et qui a donné lieu à des restitutions auprès d'un cotec et bientôt auprès du public calédonien. Rapidement, on s'est intéressé, pour identifier les secteurs, à des critères environnementaux d'une part, donc en balayant chaque secteur d'activité et en lui attribuant un poids en termes d'impact environnemental, mais également en recherchant des critères socio-économiques, entre autres des secteurs qui luttent contre la fuite de richesses, qui permettent de relocaliser en Calédonie cette production de richesses et également de la faire circuler sur le territoire. Donc, de s'intéresser aussi aux chaînes de valeur, et pour que 100 francs puisse passer dans le plus de mains possible et créer davantage de richesses, avoir davantage d'effets d'entraînement. Donc tout ce qui est les effets induits de cette richesse. Et tout ça pour arriver à 5 secteurs identifiés avec un potentiel pour tirer cette transition écologique à soutenabilité forte, à savoir la transition agroécologique, la gestion et valorisation durable des ressources halieutiques, la sylviculture durable, les énergies renouvelables et le tourisme durable. Et un secteur d'avenir, mais qui est véritablement émergent, qu'il faut soutenir, qui est la valorisation durable des substances naturelles, dont vous avez sans doute entendu parler avec Native NC. Donc, je voudrais juste resituer le sujet. Là, vous voyez l'empreinte écologique c'est que plus de la moitié aujourd'hui de notre empreinte écologique, donc de l'impact que l'on a sur nos ressources naturelles et sur notre planète, elle est liée au carbone, à nos émissions de carbone. C'est l'élément crucial qui nous rassemble un peu ce soir. Et pour aller dans le sens de Pierre tout à l'heure, alors selon les calculs ça varie, selon les années ça varie aussi. L'étude que vous aviez découverte tous comme moi dans les Nouvelles-Calédoniennes, qui en avaient fait le relais, nous positionnait à la 3e place mondiale, après le Qatar et Curaçao de mémoire, avec près de 30 tonnes CO2 par habitant et par an. Voilà. Alors, on peut toujours discuter des chiffres, mais en tout cas, ça nous positionne quand même dans les territoires extrêmement carbonés en termes de choix de développement. Et le côté ramené par personne et par an, je trouve que c'est quand même un indicateur de notre mode de vie et de nos choix de développement, quelle que soit la taille de la population. Et là maintenant, je vais rapidement, vu que c'est la 3e intervention et il faut laisser la place à la poursuite des débats, pour chaque domaine, chaque secteur, un exemple, un levier qui vous illustre le potentiel de contribution à la décarbonation de la Calédonie. On revient donc à la transition agroécologique, et j'ai eu un échange assez récemment avec quelqu'un que vous connaissez bien, Michael Sansoni, pour ne pas le nommer, et qui est quelqu'un qui prône le développement d'agroforesterie, des agroécologies, mais qui le met en pratique, concrètement, et qui compte. Il ne fait pas que faire, il compte l'impact de ce qu'il fait. Et ce qu'il a montré, en 3 ans, il a réussi à augmenter le carbone de son sol de près d'1% en 3 ans. Et si vous vous souvenez, lors de la COP21 en 2015, un des grands projets que d'ailleurs la France avait lancé, c'est un projet international mais lancé par la France, c'était le projet 1 pour 4000, à savoir 4 pour 1000, excusez-moi, qui était le projet d'engager les États sur la planète à restocker du carbone dans les sols. Et lui, il y va, et il a démarré sur des sols extrêmement ingrats. Si vous connaissez sa petite exploitation, c'est des sols hypermagnésiens, riches en chrome, en nickel. Et malgré ça, en choisissant un type d'agriculture, il restocke du carbone, et
De cette manière-là, sur 1 hectare, il a restocké en 3 ans 23 tonnes de carbone supplémentaire par hectare. Et tout ça en créant de la richesse. En 4e année, il estime sortir par demi-hectare de l'ordre de 20 millions de francs de production végétale. Donc c'est pas juste un doux rêveur, il a des employés, il les finance, il a une famille, etc. Donc on est vraiment dans la démonstration que le soutien à l'agroécologie, alors protège, que développe la CPS aujourd'hui avec des fonds européens, démontre, pousse cette voie, mais on n'est plus dans le rêve, on est dans une réalité qui est appliquée sur le terrain. Imaginez, alors bien sûr, la surface agricole utile de la Calédonie, la SAU, alors les chiffres varient, mais en gros, on n'est pas loin de 250 000 hectares. Bien sûr, il y a beaucoup d'élevage, on ne va pas faire de l'agroforesterie et de l'agroécologie partout, mais imaginez le potentiel de restockage de ce secteur si véritablement on s'orientait vers des agricultures naturelles, des agricultures qui considèrent le premier atout que l'on a, qui est juste la matière organique que l'on a à disposition pour travailler en cycle fermé. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, on va sur le secteur donc de la valorisation durable des ressources halieutiques. Quand on pêche un thon dans la mer de Corail, en gros, on va cuisiner, on va vendre une partie, c'est en gros de 50 à 60% du thon qui est transformé en aliment, et donc le reste, de 40 à 50%, eh bien cette partie-là, elle va être jetée. Elle était jetée, et elle l'est encore pour partie. Mais grâce au travail, entre autres de Philippe Contard, pour ceux qui le connaissent, qui était pionnier dans la démarche au Mont-Mou, et avec le relais de l'ADECAL, avec l'engagement de la province des îles, eh bien aujourd'hui, on est en train de transformer ce déchet en une ressource pour faire croître nos productions agricoles ou nos fleurs ou ce que vous voulez, mais en tout cas en le transformant en engrais. Et ramené au secteur d'avant, chaque année, on importe de l'ordre de 6 000 tonnes d'engrais, particulièrement, même majoritairement, issus de la pétrochimie. Donc non seulement qui coûtent du carbone à la production, on importe de l'autre côté de la planète ou au mieux d'Australie, et que l'on pourrait remplacer progressivement par des intrants produits ici, des déchets où on fait une ressource. Et puis de la même manière, un deuxième exemple dans le secteur, on développe l'aquaculture. Pierre nous parlait des 600 hectares de bassins de crevettes. Il y a aussi des fermes pilotes comme à Toumo avec la production de pois de picots. C'est un super projet. Aujourd'hui, une des faiblesses du poids carbone de cette activité, c'est le fait que les aliments viennent d'Europe. Donc on nourrit des poissons avec des aliments aujourd'hui encore européens. Et là aussi, on pourrait inventer, vous avez entendu peut-être parler de la mouche soldat, c'est une mouche qui pond aussi sur des déchets alimentaires. En quelques jours, vous avez une protéine animale, un ver, qui a complètement transformé le déchet alimentaire, ça pourrait être le cas pour les déchets de cantine, de ce que vous voulez, et qui serait transformé et qui pourrait être réutilisé pour les élevages, dont l'aquaculture. Et là, on serait à nouveau dans une démarche de cycle où d'un déchet, on crée de la ressource et on produit localement sans dépendre d'une importation d'intrants. De la même manière, la sylviculture, aujourd'hui, on est de l'ordre de 28% de couverture de nos besoins en bois. Le reste, majoritairement, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Eh bien, alors, le parc de plantation s'accroît, mais donc on pourrait moins importer et davantage stocker de carbone. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi de gérer deux gros moteurs de déstockage de notre carbone forestier, et entre autres dans les plantations, qui brûlent pour partie chaque année, c'est le feu et les espèces envahissantes, cerfs et cochons.
Et là, ça montre aussi que cette question d'économie, elle se regarde de manière holistique. C'est pas d'un côté on a l'économie et de l'autre côté on a l'environnement. C'est de le regarder comme un système, un éco-socio-système. Et les 20 000 hectares par an qui brûlent, de moyenne, quand on considère sur un hectare, on a au pire quelques dizaines de tonnes de carbone stockées et on peut avoir 200 tonnes de carbone stockées à l'hectare, même si tout ne repart pas dans l'atmosphère sur le passage d'un feu, eh bien on a une note carbone également qui est extrêmement importante du fait des feux. Et non seulement ça contribue à notre note carbone, mais aussi ça nous empêche d'investir avec succès dans la sylviculture durable. Et on parlait tout à l'heure, là je vais passer rapidement sur ce sujet, l'énergie renouvelable, un des secteurs identifiés bien sûr dans l'étude d'Iveco. Je ne reviendrai pas sur le sujet, quand on a plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an en Calédonie, clairement on a le potentiel d'investir dessus. On pourrait également, alors Pierre tu ne l'as pas abordé, mais on parle d'écomobilité, on parle donc de développer une flotte de voitures qui serait plus thermique. Il y a des ingénieurs qui planchent sur le fait que le parc automobile à batterie pourrait également être ressollicité au cours de la nuit pour réinjecter, c'est-à-dire que l'énergie de la batterie soit remise dans le réseau. Et est-ce que ça pourrait, question posée, participer à couvrir les derniers pourcents qui seraient inutiles de faire en panneaux photovoltaïques. Et puis, un autre élément qui est aussi important, on l'avait abordé avec Elisabeth Oplak, que je vois ici dans la salle, lors d'une émission Empreinte, c'est à quel moment on va se doter, non pas d'une norme, mais d'une loi sur la question énergétique des bâtiments, pour s'obliger réglementairement à arrêter de faire des fours que l'on refroidit après, mais directement faire des bâtiments qui soient adaptés à la vie océanienne et au climat calédonien. Enfin, sur le tourisme durable, j'aurai bientôt la petite intervention, des choix doivent s'opérer. Où est-ce qu'on veut créer la richesse? Est-ce qu'on veut la faire via le nombre de touristes que l'on accueille? Ou est-ce qu'on veut le faire via un tourisme de niche, de qualité, sur lequel on pourrait investir, qui créerait aussi davantage de liens sociaux, de mobilisation des populations, sur lesquels on investirait davantage? Et ça, on a le capital physique, des ports pour accueillir des bateaux, des aéroports pour accueillir les touristes, mais on a vu le capital naturel, renouvelable ou non renouvelable, et on a aussi le capital humain. Investissons dessus pour faire du tourisme de niche. Je connais des tours opérateurs anglo-saxons qui font découvrir à des touristes naturalistes les oiseaux endémiques de la Mélanésie. En Calédonie, on a plus d'une vingtaine d'espèces endémiques. Et on a, heureusement, commencé à avoir des professionnels sur le sujet, mais c'est juste naissant. On est très peu positionné sur ce tourisme naturaliste de niche. Donc, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on vise les 100 000 touristes? On y reste, mais ces touristes participeraient davantage à l'économie calédonienne pour le même poids carbone pour venir en Nouvelle-Calédonie. Donc on est à un virage, l'étude je ne vous dévoile pas plus parce que c'est le but, c'est par respect aussi de mes partenaires ADEMA et V qui m'ont autorisé à en parler ce soir, on aurait une restitution du contenu de l'étude, mais c'était juste sous cet angle de la décarbonation, s'intéresser et voir que finalement tous ensemble, en s'intéressant à chaque secteur d'activité, on peut se libérer notre réflexion, penser autrement, et réfléchir de manière circulaire et ensemble réduire la note carbone et espérer que sur le graphe que nous avons vu tout à l'heure, finalement, ça c'est un indicateur, notre rang, cette fois-ci, va décroître et on va un petit peu reculer dans ce top 10 ou top 190, si c'est le nom
nombre de pays de la planète. Voilà, merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pour en revenir à l'étude dont vous parlez, effectivement, il me semble qu'elle aboutit un peu plus loin avec des prévisions de valeur ajoutée et d'emplois qui sont effectivement créés. Mais pour avoir vu les chiffres, les emplois qui sont créés sont largement insuffisants pour couvrir tous les emplois dont les Calédoniens ont besoin dans les 10 ou 20 prochaines années. Donc, ce qui me gêne, c'est qu'il ne faudrait pas faire croire que uniquement avec ces secteurs, on pourra se passer, par exemple, d'industries comme celle du nickel. Ça peut être complémentaire, ça peut permettre effectivement de réduire notre empreinte carbone, mais ce n'est pas les secteurs dont vous avez parlé qui vont permettre de se passer du nickel. Peut-être que effectivement, ce soit un peu plus clair dans le discours, dans votre discours et dans celui effectivement qui va être celui consécutif à cette étude. Et que ce soit peut-être plus clairement dit, parce qu'en tout cas, ce n'est pas les secteurs dont vous avez parlé qui vont permettre de se passer du nickel et que ce soit effectivement assez clair là-dessus. Oui, en termes et d'emploi surtout. Et d'emploi de haut niveau. Merci. Oui, mais là vous m'amenez sur le sujet du contenu d'étude qui n'était pas le sujet ce soir, qui était vraiment la décarbonation. Donc là, justement, je suis passé de manière transversale. Mais l'étude ne démontre pas, ne porte pas le message de remplacer le nickel. Il montre l'importance de diversifier l'économie pour ne pas dépendre que du nickel. À côté de ça, vous avez suivi sans doute, il y a eu un cycle nickel.nc qui est un démarrage de réflexion collégiale pour avoir un nickel plus respectueux des hommes, de l'environnement, plus performant, etc. Il y a encore du travail dessus, mais en tout cas la dynamique est lancée. C'est un autre challenge. C'est pas du tout le propos de notre étude. C'est de montrer qu'on a un vrai potentiel que l'on ne valorise pas. On reste accroché sur est-ce que le nickel va bien, et on n'ose pas investir sur le reste. On prend ne serait-ce que investir sur la population. Regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle n'a pas de ressources naturelles propres. Et pourtant, elle a un PIB qui est équivalent à la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle investit sur son capital humain, bien les cerveaux. Est-ce qu'on ne peut pas mettre nos jeunes à réfléchir de manière décloisonnée? Regardez les startups qui se montent sur les substances naturelles. J'en ai pas parlé à la fin de l'exposé sur les aspects de décarbonation, sur les microalgues, sur les bactéries, sur des substances naturelles issues de plantes. On a un potentiel énorme et qui pourrait tout à fait plus tard remplacer le nickel. Mais le propos n'était pas là. Le propos était justement ce soir d'être axé sur des leviers carbone et dans l'étude de se dire soyons plus résilients et pour ça investissons sur des secteurs qui ne dégradent pas, qui créent de la richesse sans dégrader le capital naturel renouvelable. Et ça, on ne peut pas continuer dans un monde fini à croire qu'on va faire de la richesse financière, entre autres, infinie, alors que tous les indicateurs de l'état de notre planète sont en train de passer au rouge. C'est pas possible. Vous l'avez vu dans les exposés précédents, ces questions d'océans qui se vident de leurs poissons. On perd l'équivalent d'1 million d'hectares de terres arables par an sur la planète. C'est des choses qui sont indiscutables et sur lesquelles il faut quand même s'interroger. Et en Calédonie, on a le potentiel de faire autrement. Donc au lieu de se diviser, de se quereller pour une couleur de drapeau ou une couleur de peau, on a quelque chose d'extraordinaire à faire ensemble, c'est ça. À 271 000. C'est un laboratoire à ciel ouvert qui est extraordinaire pour ça. Et faisons-le pour nos enfants, pour la nouvelle génération qui arrive.
On a cette responsabilité. En tout cas, nous nous reprochons de ne pas l'avoir fait. D'autres questions? Bonsoir, monsieur. Moi j'ai une question, c'est par rapport, depuis tout à l'heure on entend parler du photovoltaïque. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sources d'énergie verte comme l'hydrolien maritime pour alimenter la SLN, je ne sais pas. Et puis comme on dit, le pays c'est le capital humain, la richesse. Mais comment faire pour soutenir les jeunes quand les pressions fiscales et faut payer les patentes et tout, elles sont trop dures pour nous et puis du coup on n'arrive pas à innover parce que voilà, il y a trop de pression fiscale pour créer des entreprises, pour développer des secteurs comme, je sais pas, les algues ou tout ce qui est phytothérapie, etc. Tous les plantes pour extraire des molécules ou faire des laboratoires comme les enfants ils font au Japon et un peu partout dans le monde. C'est juste la pression fiscale qui est... On ne peut pas créer des entreprises si on nous impose des taxes, on nous bombarde des taxes. Il n'y a pas d'aide ou de soulagement et tout. On n'innove pas, pourtant c'est le pays, c'est le capital humain. Voilà. Le plus grand laboratoire là, ici, c'est l'université. Il y a des têtes qui sortent, ils partent en France, ils reviennent. Pour en finir, ils ne trouvent pas de travail au Canada, parce que voilà, il n'y a pas de... Les politiques ne soutiennent pas, il y a 3 codes de l'environnement, il n'y a pas de... Faudrait-on imbriquer ça, en faire un syncrétisme pour que voilà, c'est uniforme à tout, et puis voilà, c'est juste pour dire ça. On parle beaucoup de panneaux solaires, mais qu'est-ce qu'on en fera dans 25 ans quand leur durée de vie sera finie? Il faudra créer une nouvelle filière pour le recyclage. Voilà, c'est pas la panacée le photovoltaïque, il n'y a pas que ça. Avec du manioc, on peut faire du courant. J'ai réussi à faire du courant chez moi avec des maniocs branchés. Faire une pile avec des maniocs, sans déconner. Non, mais je regardais, c'est un chercheur kényan qui faisait ça. Un doctorant de l'université du Kenya, il a réussi à faire ça. J'ai copié, ça a marché. Du coup, il faut juste se bouger et puis voilà. Bon, j'ai arrêté de parler. J'ai pas préparé, j'ai rien préparé, je t'en ai improvisé. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, ou ton intervention, si je peux me permettre. Ce serait bien que ce soit des jeunes comme toi qui soient sur le pupitre et qui complètent un petit peu cette vision transgénérationnelle, parce qu'on est là bientôt tous, ceux qui sont intervenus, entre 50, bientôt 60, en tout cas dans cette fourchette-là. Et c'est vous là, qui allez construire la Calédonie. Nous, on est là, on a un peu la canne pour vous aider à avancer, puis avoir une expérience à partager. Tu as raison sur la fiscalité, c'est pas tout, mais on croira dans les politiques publiques pleinement quand la fiscalité sera orientée vers cette transition écologique. Tant qu'on soutient ce qui n'est pas vertueux et qu'on ne soutient pas ce qui est vertueux pour la transition écologique, le modèle ne changera pas. Donc, et la décarbonation, ça passe par ça aussi. Donc tu as complètement raison. Après, il faut quand même croire, il y a des très belles choses ici. Je t'ai parlé tout à l'heure au début de Michael Sansoni, qui montre des choses, mais regarde la marée, la distillerie de Santal. Regarde comment ce chercheur kanak a pu devenir entrepreneur dans le respect de la coutume du monde économique, se positionner au niveau international. Ça veut dire que c'est possible. Lui, il l'a fait. Le problème, c'est qu'on fait toujours venir des intrants, on importe des intrants, du coup, il y a toujours un bilan carbone. Pour le Santal, non. Non. Et pour... On est complètement perdu. On est dans un cercle pernicieux parce qu'on veut faire du local, de l'écologie. Oui. On veut importer des produits pour compléter. Parce que localement, on ne peut pas faire tout. Il n'y a pas la technologie. Et le matériel pour faire tout localement. On importe, on peut importer, n'importe quoi. Mais c'est comme pour les papiers. Oui. Pour les recycler. Regardez les collègues, qu'est-ce qu'ils font. Oui, mais le monde, tu ne peux pas changer le modèle du jour au lendemain. Par contre, tu peux décider de la trajectoire que tu veux prendre. Et un objectif, c'est un chemin. Tu as une route à prendre, tu sais que tu veux arriver au sommet de la montagne.
tu sais que tu veux arriver là-bas, mais tu vas avoir un chemin à faire. Et comment tu y vas, c'est à nous tous de réfléchir à ça. Et à vous les jeunes, avec votre vision, d'apporter aussi votre manière de voir les choses, vos propositions. Mais pour revenir à ta petite tocade tout à l'heure, mais qu'on n'était pas une, parce que tu as testé sur le manioc, l'électricité. Moi, je rêve que l'énergie de demain, d'après-demain, ne soit plus de l'énergie que l'on ait besoin d'aller sortir avec des outils issus du monde minéral, mais l'énergie, moi je suis fou de nature, l'énergie elle circule partout sur la planète, elle circule dans les arbres, au sol, dans l'eau, dans les animaux, et peut-être qu'un jour, on se marrera en se disant, purée, au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, ils utilisaient encore des métaux pour créer de l'énergie. Et peut-être qu'on se branchera sur des organismes vivants, sur du végétal, et voilà. Ce qui est fou aujourd'hui, demain sera juste notre quotidien. Mais cette folie, c'est à vous aussi de nous chahuter là-dessus. Voilà. Moi, je crois que ton voisin... Merci encore et challengez-nous, vous les jeunes. Hubert, président, je vote pour. Merci. En fait, je pense que tu as tout à fait raison. Les combats qu'on perd, c'est ceux qu'on mène pas. Et la jeunesse doit se saisir en fait de cette opportunité, Pierre l'a souligné, pour aller dans le sens de faire. On l'a vu, les jeunes à Sydney manifester pour empêcher une construction d'une centrale à gaz à Sydney. Il faut le faire, ce sont des ados et des étudiants. Ici, il faut que les jeunes prennent conscience que leur avenir, Pierre l'a démontré, Hubert a dit qu'il y avait d'autres solutions, qu'on peut inverser les choses. Alors, on peut toujours trouver des excuses pour rien faire. Il faut trouver, on doit trouver des solutions pour le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des solutions, on peut agir. Il faut que tout le monde soit conscient de, même si ce n'est pas forcément la meilleure solution, en tout cas, on peut éviter d'aller au crash en Calédonie. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre conférence débat. Sur le sujet, oui, c'est peut-on faire l'économie du oui ou du non? Alors c'est un petit jeu de mots. C'est en fait comment est-ce qu'on peut décliner au niveau économique concrètement les solutions du oui et au niveau des solutions du non, au niveau d'une analyse économique concrète pour savoir comment est-ce qu'on peut être durable dans ces deux solutions. Voilà. Est-ce qu'on peut faire l'économie du oui ou du non? Merci. Bonne soirée.